Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 heures au Caire, à l'heure de notre journal en langue française. Et on commence tout de suite avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi se rend au mémorial des martyrs des forces armées pour commémorer le 52e anniversaire de la glorieuse victoire du 6 octobre. Les ministres des Affaires étrangères arabes et islamiques saluent les mesures prises par le Hamas concernant la proposition du président Trump de mettre fin à la guerre contre Gaza. La Corée du Nord déploie des moyens spéciaux contre son voisin du Sud où sont stationnés environ 28 500 soldats américains. Dans le cadre de ces célébrations, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion au quartier général du commandement stratégique dans la nouvelle capitale administrative, réunissant les commandants des forces armées, suivi d'une autre avec le Conseil suprême des forces armées. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de la célébration du 52e anniversaire de la glorieuse victoire d'octobre 1973. Dans son message, le Premier ministre a affirmé que cet événement glorieux restera une source de fierté pour le peuple égyptien, ses forces armées et ses hommes qui ont sacrifié leur vie et leur sang pour ce pays. Il a ajouté que la célébration de ces grandes victoires doit inspirer en nous l'esprit de détermination et de défi pour continuer à déployer des efforts pour le bien de notre pays. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Abdelmegid Sakr, a envoyé un message de vœux au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion des célébrations de la victoire d'octobre. Le ministre de la Défense a affirmé que la célébration de la 52e victoire d'octobre a changé l'histoire et a incarné la grandeur du peuple égyptien et la doctrine de ses forces armées. Le chef de l'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Ahmad Khalifa, a de son côté envoyé un message de vœux similaire au président el-Sisi à cette occasion glorieuse. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est réuni avec le ministre de l'Aviation civile, Sameh Hanafi, pour faire le suivi des projets du développement des infrastructures et des systèmes de sécurisation dans les aéroports égyptiens. Au cours de la réunion, M. Madbouli a enjoint le ministère de l'Aviation civile d'appliquer les normes internationales approuvées dans le domaine de la sécurisation aéroportuaire. Il a souligné que l'État soutenait les plans de rénovation des aéroports car elles contribuent à faciliter les procédures aux aéroports et à assurer une expérience distinguée aux passagers. Le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Jordanie, des Émirats arabes unis, de l'Indonésie, du Pakistan, de la Turquie, de l'Arabie saoudite et du Qatar ont salué aujourd'hui les mesures prises par le Hamas concernant la proposition du président américain Donald Trump de mettre fin à la guerre contre Gaza, de libérer les otages vivants et morts et d'entamer immédiatement des négociations pour convenir des modalités de mise en œuvre. Les ministres des Affaires étrangères ont également salué l'appel du président Trump à Israël pour qu'il cesse immédiatement ses bombardements et commence à mettre en œuvre l'accord d'échange. Ils ont également salué son engagement en faveur de l'instauration de la paix dans la région et ont souligné que ces développements représentent une réelle opportunité pour un cessez-le-feu global et durable et pour répondre à la situation humanitaire critique à laquelle est confrontée la population de Gaza. Les ministres des Affaires étrangères ont également salué l'annonce par le Hamas de sa volonté de transférer l'administration de Gaza à un comité administratif palestinien de transition composé de technocrates indépendants.
Des négociateurs israéliens du Hamas sont attendus aujourd'hui au Caire pour des discussions indirectes sur le plan Trump qui ambitionne de mettre fin à la guerre à Gaza et de parvenir à la libération des otages que le Premier ministre israélien a dit espérer dans les prochains jours. Un commentaire. Le Hamas et Israël tiendraient des pourparlers indirects dimanche et lundi au Caire en vue de la libération des otages et des prisonniers qu'ils détiennent respectivement. À Jérusalem, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé samedi avoir demandé à son équipe de négociateurs de se rendre en Égypte, puis médiateur dans le dossier, pour finaliser les détails techniques. Donald Trump a prévenu qu'il ne tolérerait aucun retard dans l'application de son plan, qui prévoit un cessez-le-feu, la libération dans les 72 heures des otages, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza, le désarmement de Hamas et l'exil de ses combattants. Vendredi soir, le Hamas s'est dit prêt à des négociations immédiates en vue de la libération des otages et de la fin de la guerre dans le cadre de ce plan. Le président américain a alors appelé Israël à arrêter immédiatement les bombardements à Gaza pour qu'il puisse faire sortir les otages rapidement et en toute sécurité. Mais en dépit de l'appel du président américain, Israël a poursuivi samedi ses frappes sur la bande de Gaza où au moins 57 personnes ont été tuées dans la journée des frappes israéliennes selon la défensive. L'armée israélienne a déclaré aujourd'hui avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, d'où les Houthis lancent régulièrement des attaques qu'ils qualifient de riposte à l'offensive israélienne à Gaza. Israël a bombardé en réponse le mois dernier des sites Houthis à Sanaa et dans la province de Jaouf, faisant 35 morts et 131 blessés. Les comités locaux en Syrie ont commencé aujourd'hui à désigner une partie des membres du premier parlement de l'ère post-Assad dans un processus critiqué pour son manque de démocratie, le tiers des membres étant nommé par le président intérimaire Ahmad al-Shara. Les résultats préliminaires devraient être connus dans la foulée, la télévision d'État syrienne ayant annoncé que des bulletins commençaient à être comptés à certains endroits. La liste définitive des noms sera annoncée demain. Deux provinces du nord-est de la Syrie sous contrôle des Kurdes ainsi que celle à majorité de Russes de Souaïda, théâtre de récentes violences, sont exclues du processus. 32 sièges sur 210 resteront ainsi vacants à l'issue de cette consultation dans laquelle les femmes sont sous-représentées. Le futur Parlement, dont le mandat renouvelable est de 2 ans et demi, comptera 140 membres désignés par des comités locaux formés par la commission électorale nommée par Shara et 70 nommés par le président intérimaire. En Ukraine, 5 personnes ont été tuées aujourd'hui dans des frappes russes sur plusieurs régions d'Ukraine. Selon les autorités locales, une attaque qui a provoqué des coupures de courant et poussé la Pologne voisine à mobiliser des avions et des systèmes au sol. La Russie a intensifié ses frappes sur le réseau électrique ukrainien ces derniers jours, faisant craindre une campagne visant à plonger le pays dans le noir à l'approche de l'hiver, comme ce fut le cas en 2024. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'armée russe a frappé le pays avec plus de 50 missiles et environ 500 drones d'attaque. Il a indiqué que les Russes ont une fois de plus pris pour cette cible leurs infrastructures, demandant une nouvelle fois aux Occidentaux de fournir des moyens de défense antiaérienne à Kiev. La Corée du Nord a déployé des moyens spéciaux contre son voisin du Sud où sont stationnés environ 28 500 soldats américains selon le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Quelques 28 500 soldats américains sont stationnés en Corée du Sud pour parer aux menaces militaires de Pyongyang qui dispose de l'arme nucléaire et ont mené le mois dernier un exercice militaire conjoint avec leurs alliés sud-coréens et japonais. La Corée du Nord dénonce régulièrement ces exercices qu'elle considère comme des répétitions en vue d'une invasion, tandis que les alliés insistent sur leur caractère défensif. Dans un discours prononcé samedi à l'occasion de l'ouverture d'une exposition d'armes à Pyongyang, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que l'alliance nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Sud progresse rapidement et il amène divers types d'exercices pour mettre en œuvre des scénarios dangereux.
Il a dit qu'à mesure que l'armée américaine renforce son arsenal dans la région sud-coréenne, ses préoccupations stratégiques concernant cette région s'intensifient également. Il a donc affecté ses moyens spéciaux aux cibles principales, ajoutant qu'il surveillait de près les développements militaires de l'autre côté de la frontière. La demande américaine visant à ce que Kim Jong-un renonce à ses armes interdites est depuis longtemps un point de discorde entre les deux pays. Pyongyang faisant l'objet de sanctions successives de l'ONU en raison de ses programmes nucléaires et balistiques. Le Bitcoin a atteint un nouveau plus haut aujourd'hui, dépassant le seuil des 125 000 $, alors que la paralysie budgétaire se poursuit aux États-Unis. La star des crypto-monnaies a atteint 125 688 $, battant son précédent record du mois d'août autour de 124 500 $. Le Bitcoin a connu une forte tendance à la hausse sur fond de méfiance des investisseurs face à la paralysie budgétaire en cours aux États-Unis, le shutdown. Les gains des actions américaines ont également soutenu la hausse du Bitcoin, alors que les investisseurs se sont tournés vers des actifs plus sûrs pendant que les législateurs américains négociaient le financement du gouvernement fédéral. Et en Chine, des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées dans le sud du pays à l'approche du typhon Matmo qui doit toucher les côtes du Guangdong aujourd'hui en pleine période de vacances nationales. Le typhon Matmo se trouvait dimanche à une vingtaine de kilomètres des côtes de la ville de Zhanjiang, en Chine, selon le Centre météorologique national chinois NMC. Son intensité a été élevée dimanche matin au niveau puissant avec des vents de plus de 150 km/h attendus, a précisé le NMC. En prévision, plus de 110 000 personnes avaient été déplacées samedi soir dans l'île de Henan, a rapporté dimanche le média officiel Chine Nouvelle. Les transports publics, les chantiers et les commerces ont également été mis à l'arrêt dans plusieurs villes côtières telles que Haikou, Zhanjiang et une partie de Maoming. La ville de Beba, dans la province voisine de Guangxi, a également annoncé dimanche suspendre progressivement le travail, les cours et les transports. De fortes vagues avaient déjà provoqué dimanche matin une montée du niveau de la mer dans un rapport de Maoming, entraînant un risque grave d'inondation. L'intensité du typhon doit diminuer progressivement après avoir touché terre, a précisé le centre météorologique. Mais des pluies torrentielles et des vents violents sont attendus jusqu'à lundi à Henan, ainsi que dans une partie des provinces de Guangdong et de Guangxi. La Chine est le plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre, qui, selon les scientifiques, accélère le changement climatique et rend plus fréquents et intenses les événements météorologiques extrêmes. Le géant asiatique est aussi un leader mondial des énergies renouvelables et vise la neutralité carbone d'ici 2060. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.